La conférence est sur le maréchal Davout, duc de Auerstadt et prince d'Eckmühl. Je vais sur ce pas commencer. Alors, le maréchal Davout est né à Hanau, dans le Lyon. Il est fils de Jean-François Davout, et de sa femme. Tout simplement, ils ont été mariés en 1768. Alors, les Davout, c'est une vieille famille bourguignonne, dont les origines remontent jusqu'au XIIIe siècle. Son alors, Louis-Nicolas Davout, passe une enfance, assez calme. Il entre, comme cadet gentilhomme à l'école militaire de Paris. À sa sortie en 1788, il est nommé sous-lieutenant au Royal Champagne Cavalerie, où avait auparavant servi son père, son grand-père et même un oncle. Donc c'est une tradition familiale, on peut dire. L'année suivante, à la convocation des États généraux, le jeune Davout embrasse avec fougue les idées nouvelles, c'est-à-dire qu'il est pour la révolution, c'est un révolutionnaire, malgré ses souches anciennes. En conséquence, il est mis aux arrêts une première fois pour avoir refusé de s'associer à un toast porté à la santé du roi et une seconde fois à la suite d'une mutinerie du régiment parce qu'il avait pris le parti des mutins. Il donne alors sa démission en 1791 mais est élu lieutenant-colonel au 3e bataillon des volontaires de Lyon. On retrouve à l'armée du Nord sous Aumoran, c'est un nom, puis en 1792 à l'armée de Belgique. Oui, on note souvent du jeune Davout qu'il est assez courageux parce que, comme je l'ai dit récemment, il est assez courageux pour tenir tête à l'armée et au roi parce qu'il est de foi révolutionnaire. Il participe au combat sur la Reure et de Neerwinden lors de la trahison de Dumouriez. Je vais pas vous apprendre qui c'est Dumouriez, quand même. Il maintient son bataillon dans le devoir et fait tirer sans l'atteindre sur le général en chef Félon en 1793. Il conduit ensuite en Vendée une demi-brigade qui comprend notamment le 3e bataillon de Lyon. Adjudant général à l'armée des côtes de l'Océan, 15 jours plus tard, général de brigade, le voici promu le 25 juillet 1795. Général de division à l'armée du Nord, ayant refusé cette nomination par lettre, il démissionne pour se conformer au décret excluant de l'armée les ci-devant nobles. Malgré ses penchants révolutionnaires, il va démissionner de l'armée, comme je viens de le dire, parce qu'il a comme je l'ai évoqué en début de conférence, il a des origines nobles. D'ailleurs, à la même époque, sa mère est accusée, non sans raison, de correspondance avec des émigrés. Il se retire à Ravière, mais l'inaction lui passe si bien qu'après le 9 Thermidor, il demande à reprendre du service. Oui, sa mère est surprise, à son encontre, bien sûr, à correspondre avec les membres, on va dire, de la cocarde noire, c'est-à-dire les Autrichiens, les Anglais, toutes les autres monarchies d'Europe contre lesquelles la Première République, la Révolution française en gros, est en guerre. Alors, affecté comme général de brigade de cavalerie de l'armée des côtes de Brest, il passe le mois suivant, octobre 1794, à l'armée de la Moselle. Il participe au siège de Luxembourg. Luxembourg, oui, la ville. Il se retrouve à l'armée de Rhin et Moselle sous Desaix qui lui témoignent de l'amitié. Oui, alors c'est vrai que Louis-Nicolas Davout va être un ami assez proche du général Desaix, qui va mourir à Marengo en 1801. Et le Davout va être assez durement affecté, malheureusement. Il prend Mannheim, fait prisonnier, il est échangé et prend part à l'attaque de Kehl, au combat de Haslach, juillet 1796, au passage du Rhin dans la division d'Uschen, finalement s'emparer à Offenbourg le 21 avril 1797 de la correspondance de Pichegru contenue dans le fourgon de Cleghlen, officier français, chef du service secret du prince de Condé. Louis-Nicolas Davout, désigné pour l'armée d'Angleterre, doit à son ami Desaix d'être présenté au général Bonaparte, le futur empereur, qui lui envoie un contingent à Toulon pour préparer l'expédition d'Égypte. À la tête d'une brigade de cavalerie de la division Desaix,
Il prend part à de nombreux combats, notamment aux Pyramides, à Luxor, et s'empare du fort d'Aboukir. Il s'embarque pour la France avec Desaix à Alexandrie le 3 mars 1800. Le 6 mai, les deux généraux débarquent à Toulon après avoir été retenus à Livran par les Anglais durant un mois. Le 3 juillet 1800, promu général de division, Davout est envoyé à l'armée d'Italie où il commandera les dragons, chasseurs et hussards, puis finalement tout le corps de cavalerie. Un an plus tard, le voici en France, inspecteur général de la cavalerie, commandant les grenadiers à pied de la garde consulaire, enfin le 30 août 1803, chargé du commandement du camp de Bruges. À l'établissement de l'Empire, Davout reçoit à 34 ans la dignité de maréchal, le plus jeune de la promotion du 19 mars 1804. Colonel général de la garde impériale, ils sont 4. Grand officier et chef de la 6e corps de la Légion d'honneur, enfin Grand Aigle, 2 février 1805. C'est le début de la grande histoire entre le maréchal Davout et la garde impériale. Alors, cette année-là débute la première campagne d'Autriche. Davout commande le 3e corps de la Grande Armée à la tête de laquelle il pénètre en Allemagne, à Auerstedt, 14 octobre 1806. Il cumulte avec 3 divisions l'armée prussienne, beaucoup plus forte, facilite de l'empereur à Jena. Et d'ailleurs, une citation va en sortir de ce fait. On la croisera plus tard. Napoléon n'en aura conscience qu'un peu plus tard en le désignant pour entrer le premier à Berlin à la tête de son corps d'armée le 25 octobre 1806. En Pologne, il remporte de nombreux succès. Les Russes sont battus à Tchernowo et à Golimine. Il entre en vainqueur à Koustrin, à Posen et à Varsovie. À Eylau, il commande la droite de l'armée, s'empare de Königsberg et Napoléon le nomme gouverneur général du Grand-Duché de Varsovie, qui est la réincarnation de la Pologne, l'ancienne Pologne. Devenu donc duc d'Auerstadt 28 mars 1805. Gouverne le nouvel État d'une main ferme, d'où viendra son expression le maréchal de fer. S'attirant la sympathie du peuple polonais, mais la méfiance et l'hostilité de ceux qui sont toujours prêts à trahir. Ses rapports sont difficiles avec le représentant de l'Autriche, le colonel Neipperg. Un véritable intrigant et l'espion de toutes nos démarches, dit-il. Le séjour sur les bords de la Vistule prend fin le 6 septembre 1808. Le nouveau duc arrive avec son corps d'armée en Silésie. De Breslau, 17 septembre, il écrit à l'empereur: les Autrichiens continuent toujours leurs armements. Ils font des préparatifs qui annonceraient que la cour de Vienne est entièrement livrée aux intrigues anglaises. Le 12 octobre 1808, la Grande Armée est dissoute par un décret impérial daté d'Erfurt, portant organisation de l'armée du Rhin. En février, le maréchal arrive à Paris pour les couches de sa femme, mais on doit repartir le 6 mars, avant la délivrance. Venant de Berlin, il fixe son quartier général à Erfurt, 1er décembre 1808. Le 9 avril 1809, la deuxième campagne d'Allemagne commence. Davout est donc à la tête du 3e corps. Vainqueur à Thann et à Schierling, s'illustre le 23 avril à Eckmühl, sous les ordres de l'empereur. Durant la bataille d'Essling, à cause de la rupture du pont sur le Danube, le 3e corps est privé d'avoir une part glorieuse à cette journée, malheureusement. Mais à Wagram, placé à l'aile droite, il rejette l'ennemi, permettant à Masséna de rétablir sa situation. L'armée autrichienne est en pleine retraite. Napoléon consulte ses maréchaux, tous. Davout, surtout. Veulent poursuivre? Non, c'est assez de sang versé, dit l'empereur. J'accepte la suspension d'armes. Le duc d'Auerstedt se voit alors désigné pour l'occupation de Brünn et de sa région. Il devra travailler à l'instruction de son corps d'armée, maintenir une bonne discipline, réorganiser les corps, l'artillerie, les équipages militaires, veiller à ce que l'on protège les habitants des campagnes et des moissons. À Schönbrunn, le 15 août 1809, Napoléon lui confère le titre de prince d'Eckmühl. Après la signature du traité de Vienne, le maréchal dirige l'évacuation de l'Empire austro-hongrois. Il s'arrête à Linz le 18 décembre après avoir informé l'empereur que ses ordres, essentiellement la destruction des ouvrages fortifiés, ont été exécutés. Le 1er janvier 1810, le voilà commandant en chef de l'armée d'Allemagne. Un mois plus tard, il vient en permission en France. Le mariage avec Marie-Louise aura lieu les 1er et 2 avril 1810. Auparavant, le prince d'Eckmühl, colonel général de la garde impériale, est appelé par son service à Compiègne, où il restera plusieurs semaines dans l'entourage immédiat du souverain. Le 6 juillet, lors de la translation de la dépouille mortelle de l'âne au Panthéon, Davout prend la parole au nom de l'armée. Bien que le général Compan assure l'intérim en Allemagne, Davout est amené
à s'intéresser aux agissements de Bourrienne, qui, en poste à Hambourg, se livre à un fructueux commerce de marchandises coloniales tout en rançonnant les personnes fortunées. Bourrienne saura s'en souvenir et se vengera sous la Restauration. Le ménage Davout a fait l'acquisition du bel hôtel de Monaco, rue Saint-Dominique. Actuellement ambassade de Pologne. Oui, l'hôtel de Monaco est actuellement l'ambassade de Pologne. L'installation en est à peine terminée que, suivant les intentions de Sa Majesté, le prince et la princesse d'Eckmühl reçoivent à dîner, à l'insu d'une parade, plus d'une centaine d'officiers portugais. Son service l'appelle bientôt avec la cour à Fontainebleau, où il doit faire venir de sa propriété de Savigny-sur-Orge, couverts, batterie de cuisine, drap de lit, thé d'oreiller, et même bougies. En attendant l'arrivée de ces matériels, le maréchal Prince couche à même un matelas comme simple palefrenier. Contrebande sévit en Allemagne, et Francfort en est la plaque tournante. L'ordre de l'empereur Davout y envoie le général Friant, son beau-frère, avec deux de ses régiments pour faire appliquer les dispositions des décrets du blocus continental portant séquestre de toutes les marchandises anglaises et coloniales se trouvant dans cette région. Celles-ci doivent être brûlées dans les 24 heures. L'émotion est si vive, les réclamations aussi nombreuses que Friant en réfère à son chef le 10 novembre 1810. Je cite: les décrets de Sa Majesté doivent être exécutés sans restriction par tout le monde, principalement par ses soldats, répond Davout. Il y a longtemps que les Anglais eussent été forcés à la paix si tous les agents qui ont été chargés de mettre à exécution les ordres de notre souverain eussent été fidèles. Malheureusement, la corruption est parvenue à faire éluder une grande partie de ces ordres. Nous ne sommes pas habitués à commenter les ordres que nous recevons. Mettez-les à exécution avec la plus grande exactitude sans vous embarrasser des résultats. La citation. Le maréchal établit son quartier général donc à Hambourg et, le 1er décembre 1810, devient gouverneur général des villes hanséatiques, qui vont former 3 nouveaux départements français, après que la princesse eut mis au monde un garçon, Louis, le seul fils qui survivra à son père. Davout assiste pour la dernière fois en qualité de colonel général de la garde à une grande parade, puis quitte Paris le 1er février 1811, sans se douter qu'il ne reverra la France que dans 3 ans et demi, dans de tristes circonstances. De nouveau à Hambourg, il se voit confier le commandement du corps d'observation de l'Elbe, parce que quotidiennement il correspond avec l'empereur qui lui attribue des forces assez considérables pour faire face à toute éventualité. Une armée de 150 000 hommes, avec la belle saison, il a la joie de voir arriver son épouse, ce qui donnera un état particulier aux fêtes célébrant, dans le grand port de la Hanse, le baptême du roi de Rome. Elle ne repartira qu'au mois d'octobre, qui va durer principalement très longtemps. Après avoir pensé un instant à supprimer la Prusse en tant qu'État, pour la punir de jouer sur les 2 tableaux, Davout a même été chargé d'établir un plan de campagne qui restera dans les cartons du ministère. L'empereur prépare activement la guerre avec la Russie. Le 1er avril 1812, premier corps d'observation de l'Elbe devient le premier corps de la Grande Armée sous les ordres du maréchal. 67 000 hommes, qui est beaucoup. Prince d'Eckmühl quitte Hambourg le 5 mars 1812. Son épouse le rejoint à Stettin pour passer quelques jours avec lui. Le 10 mars, il est au quartier général à Thorn. Ses relations avec Berthier, prince de Neuchâtel, major général, tendues depuis la dernière campagne d'Autriche. C'est grise car celui-ci cherche manifestement à lui nuire. Davout revoit le souverain de Mariembourg et 12 jours plus tard à Gumbinnen, Napoléon passe en revue le premier corps. Mais ce n'est que le 22 juin qu'une proclamation datée du camp de Wilkowicki, excusez-moi de la prononciation, annoncera à l'armée, réunie sur la rive sud du Niémen, l'ouverture de la campagne de Russie. Le fleuve sera franchi par le premier corps le 24 juin. Dans cette masse écrit le général de Ségur, le premier corps formé par Davout se distinguait par l'ordre et l'ensemble qui régnait dans ces divisions, l'exacte tenue des soldats, le soin avec lequel ils étaient approvisionnés, celui qu'on mettait à leur faire ménager et conserver leurs vivres, que le soldat imprévoyé se plaît à gaspiller. Enfin, la force de cette division, heureux résultat de cette sévère discipline, tous les faisant reconnaître et citer au milieu de toute l'armée. Alors commence la poursuite des armées russes, qui reculent sans cesse en incendiant leurs magasins militaires. Le maréchal presse la marche. Le 8 juillet, il parvient à Minsk pour trouver d'importants approvisionnements. Le lendemain, il prend Borisov. Inquiet de l'inexpérience de Jérôme, roi de Westphalie, Napoléon décide qu'en cas de réunion des 5e, 7e et 8e corps et du 4e corps de cavalerie avec le corps commandé par le prince d'Eckmühl,
Le commandant soit déféré au prince d'Eckmoul comme commandant supérieur tant que les corps d'armée seront réunis. C'est reconnaître implicitement l'indiscutable supériorité de Davout sur les autres chefs de corps. Arrivé dans la ville russe de Vitebsk, devant la désorganisation et la fatigue des troupes, Napoléon décide d'un repos bivouaqué près du quartier général de l'empereur, établi dans la maison de campagne de l'archevêque de Smolensk. Le corps du maréchal est au centre après de durs combats. Les Russes évacuent la ville vers 2 heures du matin. Premier corps franchit le Dniepr. 19 août, dès le lendemain, l'empereur joint les 5 régiments d'infanterie de Davout et à la cavalerie de Murat. Les premiers sont en bon état, la seconde épuisée. Les deux hommes qui ne sont pas faits pour s'entendre ont à Semleyo, en présence de l'empereur, une explication des plus vives. 5 septembre 1812, l'armée française se trouve en présence des troupes du nouveau généralissime, le vieux Kutuzov. Une grande bataille a lieu, nommée la Moskowa, pour les Français, Borodino pour les Russes. Napoléon refuse brutalement de prendre en considération la manœuvre proposée par Davout qui s'illustrera une fois encore durant la journée. Malgré ses blessures, un cheval tué sous lui, la victoire, chèrement acquise, est partielle. Loin d'être détruite, l'armée ennemie peut se replier en bon ordre. Après la prise de Moyesk, Kutuzov se rendant compte de ses faiblesses, prend la décision de ne pas couvrir Moscou. Le 13 septembre 1812, le premier corps est à 21 km de la capitale où Davout, entre le 15 avec l'empereur, peut occuper le faubourg de Kalouga et une partie de la ville. Mais bientôt, dans l'impossibilité de négocier avec le tsar Alexandre, Napoléon décide brusquement de se replier sur la Pologne. Au conseil de guerre réuni au Kremlin, Davout et Murat s'affrontent une nouvelle fois. Le premier déclare qu'il faut partir puisque la décision est prise par Médine et Smolensk. Le second préconise l'itinéraire suivi à l'aller par Mojesk, transformé en désert par le passage des troupes. L'empereur se ralliera, on ne sait pourquoi, à cette dernière solution. 16 octobre 1812, le premier corps quitte Moscou pour couvrir la retraite de la Grande Armée. Le 3 novembre, avec le prince Eugène, il livre une sanglante bataille à Vyazma. Mais Napoléon retire le commandement de l'arrière-garde, arguant que la lenteur de la marche de son unité fait courir l'armée le risque d'être coupée en deux. Premier corps réduit autant par les combats incessants que par le froid intense, à 10 000 hommes, arrive à Smolensk. 5 jours après, il en repart, mais il n'a plus d'artillerie. Le 17 novembre, il livre à Krasnoïe un furieux combat, où l'intervention de la division Morand est décisive. Après avoir passé la Bérésina, le prince d'Eckmoul parvient le 5 décembre à Smorgony par un froid de moins 25 degrés. Avec quelques milliers d'hommes seulement, voici le récit du général de Sécur. Je cite. Tous les maréchaux furent appelés. C'est ainsi qu'en apercevant Davout, on vit l'empereur d'aller au-devant de lui demander doucement pourquoi il ne le voyait plus, s'il l'avait abandonné, et sur ce que Davout répondit qu'il croyait lui déplaire. L'empereur s'en expliqua doucement, accueillit ses réponses, lui confia jusqu'au chemin qu'il croyait devoir prendre et reçut ses conseils sur ce détail. Napoléon partit donc pour la France peu après, laissant la grande armée rentrer seule. Il ne devait revoir Davout que le 20 mars 1815. Le 8 décembre, le maréchal signale à Berthier que les caissons du trésor ne peuvent suivre et qu'il serait souhaitable de les remplacer par des traîneaux. Autrement, tout sera perdu dès la première montée un peu forte. La prédiction se réalisera près de Vilna, au pied de la montagne de Vacha. À Gumbinnen, Murat, qui commande les débris de l'armée, réunit les généraux en chef pour leur communiquer les instructions de Napoléon, puis se laissant aller s'écrie, je cite, qu'il n'est plus possible de servir un insensé, qu'il n'y a plus de salut dans sa cause. Davout réagit vigoureusement, je cite, c'est une noire ingratitude qui vous aveugle, et il informe le roi de Naples qui rapportera ses propos à l'empereur. Le 23 décembre, de Tormes, il écrit à son épouse, je cite, j'arrive précédent de quelques jours le premier corps. Je ne me serais jamais cru aussi fort. J'ai certainement fait les 4/5 de la route de Moscou à pied. Commandant le premier corps de la Grande Armée lors de la nouvelle campagne d'Allemagne, il défend Dresde du 9 au 19 mars 1813, mais doit en faire sauter le pont sur l'Elbe en avril après avoir occupé Stade. Napoléon lui donne le commandement de la 32e division militaire ayant sous ses ordres le premier corps de Vandamme. Il doit se porter sur Hambourg, où il entre le 30 mai. Les consignes envoyées par Berthier, particulièrement dures, sont confirmées le 8
par lettres chiffrées. Un mois plus tard, l'empereur donne des instructions qui vont encore plus loin que les précédents. Le 1er juillet, Davout est nommé commandant du 13e corps de la Grande Armée en Allemagne. 18 août, à la reprise des hostilités, il remporte la victoire de Lauenburg, se retranche dans Hambourg, où il fait entrer de très importants approvisionnements et entreprend des travaux décisifs. Malgré les manœuvres de séduction suivies d'attaques des ennemis, il tient bien la ville en main. Les circonstances l'obligent à prendre certaines décisions qui lui seront vivement reprochées par la suite, notamment la saisie des lingots d'or de la Banque de Hambourg, novembre 1813. En 1814, à la suite de la campagne de France, Napoléon doit abdiquer et partir malheureusement pour l'île d'Elbe. Envoyé par le maréchal, le colonel Davout, cousin de son mari, arrive à Hambourg le 28 avril avec des lettres et des journaux français. Le 13e corps prend alors la cocarde blanche et arbore le drapeau blanc. Le gouvernement dépêche d'abord un commissaire du roi, le général Fouché, bientôt suivi par le général Gérard, nouveau commandant en chef du 13e corps. L'évacuation de Hambourg aura lieu les 27 et 28 mai 1814. Davout tiendra à se mettre en tête d'une des colonnes. À peine arrivé à Paris le 17 juillet 1814, du général Dupont, ministre de la guerre, dont le nom reste attaché à la capitulation de Baden en 1808 en Espagne, l'ordre de résider hors Paris. Sa propriété de Savigny, il envoie à Louis XVIII une lettre pour se justifier de l'accusations articulées contre lui, d'avoir fait tirer le canon sur le drapeau blanc après avoir eu la connaissance certaine de la déchéance de Napoléon et du rétablissement des Bourbons, d'avoir enlevé les fonds de la Banque de Hambourg, d'avoir commis des actes arbitraires qui tendaient à rendre odieux le nom français. Louis XVIII reçoit bien ce mémoire au roi mais ne bouge pas. À Paris, le 20 mars 1815, c'est le retour de l'île d'Elbe. Davout, le seul des maréchaux de l'Empire qui n'ait pas prêté serment au roi, et pour cause, se présente aux Tuileries. Napoléon va au-devant de lui et une fois la foule partie, l'empereur lui dit le ministère de la guerre. Devant le refus du maréchal, il insiste et finalement avoue: je suis seul en face de l'Europe. Voilà ma situation. Voulez-vous m'abandonner? Sire, je n'ai qu'une réponse à faire. J'accepte. Davout se met immédiatement à la tâche et s'occupe des hommes, forme des régiments en récupérant les militaires validés, démobilisés. Prisonniers libérés, conscrits, gardes nationaux, il faut aussi les équiper. D'où un énorme effort de fabrication d'uniformes, de fusils, de canons et de toutes les pièces d'équipement. Et aussi trouver près de 40 000 chevaux. Le résultat est étonnant. En quelques semaines, une armée est mise sur pied de guerre. L'empereur part en campagne, laissant le maréchal dans la capitale, avec en plus de la charge du ministère de la guerre, le titre et les pouvoirs du gouverneur de Paris, ainsi que le commandement supérieur de la garde nationale et des fédérés. Le 21 juin 1815 au matin, Davout apprend par hasard la nouvelle d'un grand désastre. C'est Waterloo, que Joseph Bonaparte confirme et convoque les ministres à l'Élysée, où l'empereur arrive à 10 heures. Il prend le bain qu'il attend et fait immédiatement venir le prince d'Eckmühl qui trouve son souverain battu moralement et physiquement. Eh bien, Davout, eh bien. Et bien sûr, je suppose que votre majesté m'a envoyé chercher pour me faire connaître où sont les débris de l'armée et les ordres qu'il y a à donner dans ces circonstances. Que croyez-vous que cela va devenir? Je crois, sire, que tout est perdu. Car si 4000 hommes seulement étaient réunis, votre majesté sera à leur tête, et si moi, que lui, qui lui suis si affectionné et dévoué, je vois ainsi la chose. Elle peut en juger de ce qui se passe dans les imaginations. Propose alors de proroger les chambres pour que tous les pouvoirs soient concentrés dans les mains du gouvernement. Cette thèse, il la défendra également à la réunion des ministres avec l'empereur. Aucune décision n'est prise, mais la Chambre des représentants contraint Napoléon à l'abdication. Devant les manifestations favorables au souverain déchu autour de l'Élysée, la commission du gouvernement décide de lui demander de quitter la capitale. Davout est chargé de cette pénible mission. L'entrevue a lieu, elle est froide. La séparation glaciale. Alors commence une série de négociations et de tractations où Fouché joue un rôle essentiel, cherchant à manœuvrer Carnot et Davout, tout prêt à reprendre la lutte s'il en reçoit l'ordre. Finalement, la commission de gouvernement ayant désigné des plénipotentiaires, Wellington et Blücher acceptent le 3 juillet de signer l'armistice. Davout démissionne donc le 6 juillet 1815 du ministère de la guerre car il vient d'être nommé commandant en chef de l'armée de la Loire qui rassemble les restes des armées françaises. Bientôt, il apprend par la Gazette officielle la promulgation des ordonnances du 24 juillet qui annonce
l'épuration dans l'armée. Ayant protesté véhémentement et donné sa démission, il est aussi remplacé par le maréchal MacDonald. Au procès du maréchal Ney, sa déposition est interrompue par le procureur général Bellart. Le 27 décembre 1815, en représailles, il se voit astreint à la résidence forcée à Louviers et est privé de ses traitements. Ne bénéficiant plus par ailleurs des revenus de ses dotations, il connaît avec sa femme et ses enfants la misère. Toutefois, le 27 août 1817, Louis XVIII lui remet le bâton de maréchal à fleur de lys. Le 5 mars 1819, le gouvernement l'appelle à la Chambre des Pairs avec d'autres anciens maréchaux de l'Empire, Suchet, Augereau, Lefebvre, Mortier ou Jourdan. Le maréchal de l'Empire qui n'a jamais été vaincu mourut à 53 ans, le 1er juillet 1823. Il avait épousé Louise Aimée Julie Leclerc, sœur du général Leclerc, le mari de Pauline Bonaparte. Cette conférence est terminée. Place aux questions. Merci beaucoup, Stéphane, déjà. C'était un plaisir. Donc, bravo à toi, c'était ta première conférence, déjà. Donc, Ouais. c'est pas facile. Donc, Ah, même quand on en a plusieurs, on en a fait plusieurs, c'est pas facile. Donc, merci. ouais, j'ai oublié de dire, il est devenu maire avant de décéder. Il est devenu maire de Savigny-sur-Orge. Ok. Avant de